Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. J'espère que vous avez passé tant bien que mal une belle journée en ce samedi 9 septembre. Merci pour votre fidélité. Je rappelle, continuez à partager, à nous suivre, à commenter, à apporter vos critiques négatives et positives. Constructive, bien évidemment. Soyez les bienvenus en ce samedi. Donc, nous allons revenir sur l'actualité qui a marqué la semaine. Le titre de l'émission qui va s'afficher en bas de votre écran, donc Algérie. Nous allons revenir sur cette Algérie, point d'interrogation toujours. Est-ce une puissante influenceur, notamment pour gérer la région du Sahel? On va revenir sur son rôle, ses moyens. L'ONU, le représentant de l'ONU, notamment concernant les droits, la liberté d'expression, les droits de l'homme, a été une nouvelle fois donc refusé, selon Saïd Salhi. On va y revenir dans quelques instants. En tout cas, il n'y a pas eu de démenti de la part de la présidence de la République. C'est apparemment pour la 8e et la 11e, 10e fois que le représentant officiel des Nations Unies, qui devait rendre visite en Algérie pour traiter, notamment, évoquer ces questions. Vous savez qu'en Algérie, aujourd'hui, on compte 350 détenus d'opinion, entre autres. Eh bien, malheureusement, cette visite prévue le 12 septembre prochain n'aura pas lieu. Et puis, on nous parle énormément de stabilité, d'un président avec une vision perspicace. Voici ce qu'a donc annoncé la revue de l'armée El Djish via donc le chef d'état-major Saïd Chengriha. Les visites, je cite, successives effectuées par des chefs d'État et de gouvernement donc étrangers traduisent la confiance dont jouit notre pays en tant que partenaire important sur le continent africain et le respect qui lui est témoigné pour ses efforts à différents niveaux. En premier lieu, sa grande contribution dans la lutte notamment contre le terrorisme, la restauration aussi de la paix. Voilà ce que dit le chef d'état-major. Je continue à citer El Djish. L'Algérie a enregistré au cours du mois dernier une présence remarquable au niveau international, dans la mesure notamment où la participation de l'armée nationale populaire au plus haut niveau, notamment au 10e séminaire de la sécurité qui a eu lieu à Moscou, et puis notamment en faisant allusion à ces Jeux méditerranéens qui ont eu lieu à Oran, entre autres. Salah Goudjil aussi, le président du Conseil de la Nation, qu'on écoutera certainement tout à l'heure, qui s'est exprimé à peine 3 ans après l'élection, dit-il, du président Abdelmadjid Tebboune, je cite, une importante étape marquée par la concrétisation successive de ces 50 engagements. Vous savez que dans le cadre de 5 campagnes, depuis son arrivée, Abdelmadjid Tebboune il a évoqué longuement 54 engagements qu'il avait pris. Eh bien, c'est ce que nous dit donc Salah Goudjil. Il dit clairement que maintenant, depuis 3 ans, eh bien, on l'écoutera aussi tout à l'heure, ces 50 engagements sont mis en place les uns derrière les autres. Et puis aussi, un autre qui s'est exprimé, il y en a énormément pour le président de la République en Algérie, c'est le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, donc, qui a affirmé dimanche dernier, c'est l'actualité de la semaine, on y revient, dans le cadre de l'ouverture de la session ordinaire de l'APN, voilà ce qu'il dit. La sécurité et la stabilité que connaît l'Algérie sont le fruit de la volonté sincère du président Abdelmadjid Tebboune. Elles ont été également rendues possibles grâce aux institutions du pays. On va en parler de ces institutions aussi, qui ont prouvé leur cohésion avec leur patrie et leur peuple, en tête desquels toujours l'armée nationale populaire, puisque l'armée est énormément évoquée à chaque actualité et à chaque dossier en Algérie. Et puis on va évoquer aussi, je vous le disais tout à l'heure, on reviendra sur la position de l'Algérie, qui se doit normalement d'être un acteur clé dans la crise au Mali, avec le Mali, son voisin du sud, comme vous le savez, 1400 kilomètres donc de frontières, donc une réelle importante, cette région pour l'Algérie à tous les niveaux. On essaiera de comprendre en quoi et comment l'Algérie peut-elle continuer. Est-ce qu'elle continue? Est-ce qu'elle se positionne aujourd'hui comme un État, une nation, une force sécuritaire de stabilité dans la région? Et puis aussi à plusieurs niveaux, peut-elle être aujourd'hui influenceuse d'un point de vue économique, hydrocarbures aussi en termes de sécurité? Voilà l'actualité de cette semaine. Et puis en fin d'émission, on évoquera tout de même de quelques minutes
minutes la disparition de la reine Elisabeth II. Nous en avons parlé aussi sur El Marharibiya. Hassan Moussi, il est en direct d'Alger. Bonsoir Hassan Moussi, vous êtes économiste au Canada. Bienvenue. Bonsoir, bonsoir à vous, Shaban Qassi, bonsoir au personnel d'El Marharibiya, bonsoir à vos invités et naturellement bonsoir à tout le peuple algérien. Merci d'être avec nous. On le retrouve régulièrement, notamment le samedi pour la rétro-info de la semaine. Observateur politique, il est au Canada. Si Adel Djebar, bonsoir. Bonsoir Khassi, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Je salue fraternellement Hussein Moussi, que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Un grand bonjour à notre peuple en Algérie et partout ailleurs dans le monde, sans oublier les techniciens qui sont derrière les rideaux en train de réaliser cette belle émission. Merci, vous avez raison de penser bien évidemment à toute l'équipe qui travaille dans l'ombre et qui aussi apporte énormément pour la réalisation de ces émissions. Messieurs, je vais commencer donc par cette actualité de la semaine qui revient un peu sur toutes les actualités. On a entendu, je ne vais pas y revenir puisque j'ai donné pas mal d'éléments, mais on a entendu donc un président du Conseil de la Nation, donc Salah Goudjil, on a entendu donc le président du Parlement Brahim Bourali, la revue El Jish, comme souvent d'ailleurs de par son chef d'état-major Saïd Chengriha, nous parler de succès, de stabilité, de paix, de cohésion. Comment vous comprenez? Alors ça peut être une bonne nouvelle, comme je le disais cette semaine, et on peut s'en réjouir si c'est le cas. Mais Hassan Moussi, quand vous entendez de telles conclusions, j'ai envie de dire, 3 ans après bientôt maintenant l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune, vous êtes heureux, vous vous en réjouissez, d'autant plus que vous êtes en Algérie. Est-ce que c'est la réalité aussi du quotidien des Algériens? Eh bien, encore une fois, bonsoir à tous. Oui, mon ami Shaban, la question est pertinente et elle est très intéressante aussi. Je crois qu'en ce moment, je suis en Algérie, au cœur même des marchés algériens, de la situation algérienne, du produit algérien, du peuple algérien, des jeunes algériens et tout cela. Ça fait déjà un petit mois et demi que je suis là, donc j'ai visité quelque peu pas mal de quartiers, pas mal de régions. Pas totalement l'Algérie, parce que l'Algérie c'est un grand continent, on ne peut pas la visiter en l'espace de 6 mois, 7 mois, mais j'ai fait le maximum pour avoir une fourchette de ce qui se passe en Algérie, d'écouter les gens. Qu'est-ce que vous voulez que dise la revue El Jaish, mon ami Shaban? La revue El Jaish est restée toujours la même revue depuis sa création, donc ça remonte à des décennies. Le pouvoir en place, la revue El Jaish ne peut pas vous dire que ça va mal en Algérie, qu'il y a des problèmes, mais qu'il y a des produits qui sont chers, que le peuple n'est pas heureux, n'est pas content. Mais cependant, à chaque chose, à chaque produit, quand même, on peut dire que aujourd'hui, en Algérie, nous avons tout et nous n'avons rien. Vous m'entendez, Chabel? Très très bien. Très bien, je vous entends très bien. Très bien. Donc ce que je voulais dire, c'est que nous avons tout en Algérie. Il y a absolument tout, depuis une petite punaise là pour agrafer les papiers, jusqu'à un avion d'Algérie. Mais il y a une anarchie. Il y a une anarchie, une très très mauvaise distribution de tous ces produits-là, alimentaires, industriels, technologiques, immobiliers, tout ce que vous voulez. Le produit existe en lui-même, mais son prix, le prix du même produit, si je vous cite le cas de l'huile, du fromage ou de n'importe quoi, ça varie du simple au quadruple. Vous pouvez le trouver ici à X dinars, un petit peu plus loin, à X multiplié par 3. C'est pas tout le monde qui se le permet. Vous ne l'avez pas de façon frais. Vous n'êtes pas sûr de l'avoir de bonne qualité. Vous n'êtes pas sûr que la date de péremption est bonne. Vous n'avez pas de contrôle de prix. C'est du tag à la tag, de n'importe qui fait n'importe quoi. Les gens n'ont pas de registre de commerce. Les commerçants, même les grands commerçants, les grands quincailleries, je ne sais pas ce qu'advient au niveau des grandes institutions, mais l'anarchie est là.
il y a une anarchie. Il y a le Mais produit, comment il y a l'anarchie, il y a l'absence de l'État. Hassan Moussi. Oui. Alors, justement, comment vous faites peut-être le parallélisme entre ce qu'on peut lire? Bon, d'abord, une réaction toujours, j'essaye de poser cette question. On a écouté un peu les différents responsables, il n'y en a que pour le président de la République, à croire qu'il n'y a pas de wali, il n'y a pas de maire, il n'y a pas d'ONG, ni d'association, ni de citoyens qui travaillaient dans ce pays. Bon, ça, vous pouvez y réagir parce qu'il est très idolâtré, il est très vénéré, hein, le président algérien, par l'armée, par l'APN, par le Conseil de la Nation. Mais vous venez d'évoquer tout de même un tableau assez gris, hein, assez sombre. Boualem Amoura nous en parlait cette semaine aussi. Est-ce qu'il n'y a pas ici, mais vraiment question, hein, sans spéculer, vraiment ouverte, et on essaye vraiment d'y répondre sincèrement, lorsqu'on écoute tous ces mots qui sont beaux, on nous parle de succès, je ne peux pas tout lire, mais j'invite les téléspectateurs à aller sur le site de l'APS-DZ, qui est l'agence presse-service officielle. Quand on écoute tout ça, on a l'impression tout de même qu'en Algérie, tout va bien, qu'il y a une cohésion, que la patrie est là, qu'on travaille, qu'il y a des aides, qu'il y a une belle image à l'international. Est-ce qu'il n'y a pas deux mondes quelque part? Quand on vous écoute, bien sûr, les uns et les autres. Non, je crois que mes collègues de partout, les intervenants dans les différentes télévisions, radios, ceux qui peuvent l'écrire aussi, ont toujours dit qu'il y a deux Algéries. Il y a l'Algérie du jour, de 8h du matin à 19h30, et il y a l'Algérie de 20h aussi, qui sont totalement différentes. Quand vous regardez nos chaînes de télévision, on voit une belle Algérie, une Algérie vitrine extraordinaire, c'est Las Vegas, c'est les États-Unis d'Amérique. Je ne dis pas que tout est blanc, que tout est noir. Que voulez-vous que je dise? Tous les pouvoirs du monde, de tous les pays du monde, essayent de développer une logique qui leur permettrait, si vous voulez, de demeurer au pouvoir. Le pouvoir algérien ne peut pas faire exception, surtout le pouvoir algérien. Il est là à développer des logiques qui vont à lui, qui feront plaisir au peuple aveugle, à une partie du peuple aveugle. On fait plaisir à ce peuple aveugle, qui attire l'attention de l'étranger, qui fait croire aux étrangers que tout va bien chez nous. Bien sûr, c'est un tableau, c'est une vitrine que l'on présente. Dans la réalité, encore une fois, je dis, il y a l'absence de l'État. Ça, on le dit. Je ne suis pas en train de provoquer ou de créer quoi que ce soit. Il y a une absence de l'État. N'importe qui peut faire du n'importe quoi, peut vendre n'importe comment, n'importe quoi. On vend sans registre de commerce, on réveille Je vais aller plus loin, je m'excuse, peut-être je sors un peu de bon matin, on vous réveille avec sardine, 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 on vous crie dans la rue à 5h du matin. Je dis, où est l'État? Il y a des bébés malades, il y a des enfants qui veulent dormir. Vous entendez 4 mosquées. Alors, je suis religieux, je suis musulman, je fais ma prière, mais vous entendez 4 mosquées dans un rayon de 500 mètres, 1 kilomètre, avec un adhan, si vous voulez, déphasé totalement. Il y a le premier qui crie Allahu Akbar, l'autre qui le crie 2 minutes plus tard, l'autre qui le crie 5 minutes plus tard. Donc une anarchie, une sonorisation trop forte qui dérange l'ouïe et les gens. Donc on a besoin justement de contrôler tout ce monde-là, de faire attention. C'est ça qui nous manque, cette anarchie que l'on entend, que l'on voit à longueur de temps, partout dans nos marchés, partout dans nos magasins. Et les gens font là un peu la loi, le commerçant. Il ne vous respecte pas du tout. Vous voulez acheter, vous achetez. Vous ne voulez pas acheter. Il a d'autres acheteurs qui le feront. Bien sûr que le coût de la vie. Très bien. Alors avant de revenir vers vous, avant de revenir vers vous dans un instant, juste dernier point parce que vous êtes au pays et je crois que ça fait quelques temps que vous y êtes, donc vous vivez un peu. Vous êtes à cheval entre cette période estivale et cette rentrée scolaire qui s'annonce le 21 septembre. Un peu tardivement, comme peut-être l'ont annoncé nos invités, puisque une grande partie du monde a repris le chemin de l'école. Mais est-ce qu'en Algérie, dans les médias, dans les mairies, dans les daïras et tout, on sent tout de même des responsables politiques qui bougent, qui s'expriment? Il y a tout un va-et-vient de responsables politiques internationaux
qui s'effectue en Algérie, ça peut se comprendre, hein, le président a le droit, il se doit de s'occuper aussi de la diplomatie. Mais on a l'impression que le ministre de l'Éducation ne s'exprime pas, de la santé, de la famille, de l'environnement, pour aussi faire avancer les dossiers concrets du quotidien des Algériens. Est-ce que ça, vous le ressentez ou pas? Ou est-ce que ça bouge vraiment à tous les niveaux? Est-ce que la rentrée scolaire se prépare le 21 septembre? On s'attend à une très belle rentrée, construite, sans trop de problèmes, etc. Est-ce que ça bouge un peu là-dessus? Écoutez, encore une fois, ça ne bouge pas du tout. L'État, les pouvoirs publics sont absents. On n'essaie pas de devancer un petit peu toute cette situation. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. On ne voit pas des cahiers, des livres, des stylos de manière excessive dans les marchés à des prix abordables. Il y a une anarchie, encore une fois. On voit des foules courir vers 2 cahiers, vers 3 cahiers. On n'a pas mis le cahier à la disposition de l'élève. On n'a pas préparé certainement les classes, ça c'est une certitude, c'est ce que j'entends un petit peu partout dans les rues. Les parents d'élèves s'inquiètent parce qu'ils n'arriveraient pas, ils savent que c'est difficile de remplir le cartable de leur enfant, et quand on voit la liste de ce qu'on leur demande, c'est un sac militaire qu'il faut porter lors de la rentrée scolaire, c'est un 15 kg, 18 kg que devrait porter un enfant de 6 ans à la rentrée scolaire, ça c'est trop. Donc je dis encore une fois, les autorités, le maire, le chef d'aïra, le wali, sont quelque peu absents. Ils sont absents, ils font semblant d'être là, mais ils ne sont pas là. On voit des réalisations, mais des réalisations, encore une fois, anarchiques. C'est-à-dire que ce que nous avions réalisé peut-être en 4 mois, en 5 mois, en 6 mois, il est totalement coûteux. Il a été réalisé à 3, 4, 5, 6 fois le prix, de manière anarchique, désordonnée, des façades totalement dépassante, mal placée, on ne contrôle plus rien, on laisse le monde faire ce qu'il veut, dépasser la route, rentrer, faire le carré, faire le grand building, le petit building, chacun il fait ce qu'il veut, alors qu'on aurait pu, avec le même montant, faire 3 fois plus physiquement et de la meilleure manière. Donc en résumé, l'État est absent, les pouvoirs publics sont absents. On essaye d'adoucir les choses dans le journal de 20 heures pour dire que tout va bien, nous sommes au lendemain de la rentrée scolaire, nous allons nous occuper de vous, vous inquiétez pas, des primes vont arriver, des ceci, des cela. Mais au fond, dans la réalité, on ne voit pas venir tout cela. Donc nous appelons justement ces maires, ces walis, ces chefs de daïra, ce président de la République, les institutions algériennes, de parer rapidement à tout cela, de réorganiser un petit peu la chose et de faire attention à ces dépenses onéreuses de manière anarchique et à contrôler un petit peu ces espaces publics qui sont complètement désarticulés. Merci Hassan Moussi. Je reviens vers vous dans un instant, dans quelques instants bien sûr. La parole à Adel Djebal. On va écouter ici le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, qui revient justement et qui met en valeur les engagements, notamment les 54 engagements du président Abdelmadjid Tebboune. احنا وصلنا إلى محطة من بعد تقريبا 3 سنوات من بعد انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والشيء اللي وعد به الشعب الجزائري 54 التزام أمام الشعب، ورانا نشوف مرحلة من بعد مرحلة، وبصفة خاصة في الشهور الأخيرة كيفاش يتجسم هذا الالتزام الرئيس الجمهورية. التاريخ والمهام نتاع الجزائر تخليها باش تكون في هذه المكانة، والجزائر معروفة بالمواقف نتاعها. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, qui revenait sur ses engagements et le travail mené depuis maintenant 3 ans par Abdelmadjid Tebboune. Adel Djebal avec nous dans quelques instants. On devrait retrouver normalement Houssine Gasmi aux côtés de Maître Rahmoun, qui est vice-président de Riposte Internationale, puisqu'ils ont actuellement leur université depuis hier en région parisienne. On va essayer aussi de comprendre un peu leurs travaux et puis revenir sur cette actualité. C'est Adel Djebal, bonsoir une nouvelle fois. D'abord, je reconnais bien encore une fois votre t-shirt Madania G20, Askaria G20.
Vous suivez les émissions. On a écouté cette semaine un certain nombre d'invités d'Algérie. On vient d'écouter aussi Hassan Moussi. Quand vous voyez toutes ces sorties, vous, qui sont tout de même positives, mais est-ce que réellement elles correspondent au quotidien des Algériens? Parce que ce qui est important, c'est le peuple. Est-ce que lui, le peuple, il peut parler de cohésion, de rassemblement? Est-ce qu'il peut parler de succès, d'une belle image, de liberté, de dignité? Avant de répondre à ce fossile-là, cette voix d'outre-tombe qui est en train de nous présenter l'Algérie comme un pays où il fait bon vivre, comme en Suède ou en Norvège ou en Suisse, j'ai relevé quelque chose d'extrêmement intelligent de la part de Hassan Moussi qui avait dit « il y a plein de clous ». Mais je rajouterai une chose pour dire que ce régime-là a un marteau dans la tête. À chaque fois, il essaye d'enfoncer les clous qui sont constitués par 40 millions ou 45 millions d'Algériens qui sont en train de souffrir. Je reviens à ce que disait cette voix d'outre-tombe-là. Il est en train de parler de l'autre Algérie, l'Algérie des mercenaires qui campent dans la principauté de Club des Lapins. Il ne parle pas de l'Algérie profonde, où les gens sont jetés dans la rue, où les gens mendient, où les gens sont au chômage, où les jeunes sont en train de traverser, de braver la mer Méditerranée pour espérer rejoindre l'autre rive et espérer enfin avoir un bout de vie digne et sérieux. De quelle Algérie parle ce monsieur-là et tous les partisans de la mangeoire qui étaient en train de l'écouter. En Algérie, malheureusement, nous sommes dans un régime militaire, dictatorial. Il n'y a que la société est militarisée à outrance. Moi, je n'ai jamais vu un pays aussi militarisé que l'Algérie. La revue El Jish, qui est la Pravda du régime, elle passe tout son temps à nous vendre sa salade, El Jish, la stabilité, Je vais un peu etc. plus loin. Alors, je profite de votre présence, je vais un peu plus loin. Pourquoi encore aujourd'hui, en 2022, après tout de même cette période, l'ère Abdelaziz Bouteflika, qui n'est plus au pouvoir, qui est décédé, il y a cette nouvelle Algérie annoncée par Abdelmadjid Tebboune, cette nouvelle dynamique, ouverture au peuple, cette main tendue. Comment vous expliquez effectivement aujourd'hui que l'armée encore, elle est présente? C'est vrai qu'elle est présente dans les médias. La revue El Jish qui fait souvent énormément de la politique, via aussi oralement son chef d'état-major, le chef d'état-major algérien Saïd Chengriha. Comment vous expliquez aujourd'hui qu'il y a une telle emprise les uns peut-être avec les autres ou plus peut-être sur le président? Non, il faut avouer une chose, c'est que Bouteflika était un diable. C'est un féru de la politique. Il a su comment s'installer, comment prendre le pouvoir, comment corrompre les généraux et mettre certains à genoux en partageant avec eux la rente. Mais ce monsieur-là est un faire-valoir. Il ne décide de rien. Moi, je souhaiterais une chose. Je profite de cette occasion où les Algériens sont en train de m'écouter. Le pouvoir algérien vient d'adresser une invitation au roi du Maroc pour venir assister le truc de la Ligue arabe. Je souhaiterais que le roi du Maroc accepte cette invitation, qu'il débarque à Alger, et je verrai l'hypocrisie de Tebboune en train de s'adonner à des bous-bous et à des accolades, mais surtout au garde à vous de Chengriha qui passe tout son temps à nous présenter le Maroc comme étant un ennemi classique. Il n'y a pas l'Algérie de nouvelles de Tebboune, c'est l'Algérie du pire. Les nations sérieuses qui viennent de sortir, pas totalement, de la pandémie de la Covid, sont en train de bâtir des stratégies pour contenir la récession, pour redémarrer les économies, pour contenir le chômage, pour faire baisser l'inflation, pour gérer financièrement et économiquement le pays. Que sont-ils en train de faire? Quand il fait, quelle est la décision économique qu'ils ont prise pour pouvoir réguler la situation? Les Algériens, à 60%, sont malnutris, ils ne mangent pas à leur faim. On recevait des images de votre collègue, Jamel Belchinouf, qui avait fait un superbe
édito concernant une malade mentale qui a été jetée dans la rue, qui a été mise enceinte par des gens. C'est une femme qui n'a même pas, qui ne se souvient même pas de son nom ni d'où elle est. Où est l'État? Que fait l'État? Les Algériens ne représentent rien pour cette dictature militaire. Tant et aussi longtemps que les Algériens ne se décideront pas de se mettre en face de ce régime criminel, il ne se passera rien. Ne succombez pas aux mensonges de Tebboune et de son organe de propagande, le JICH. Le JICH est fait pour la propagande. Je n'ai pas vu, moi ça fait 30 ans que je suis au Canada, je ne connais même pas le nouveau ministre de la Défense. Il y a eu 7 ou 8 qui sont passés par là. Je sais que c'est une femme issue des minorités visibles, sans plus. Je ne connais pas le chef d'état-major. Il ne m'intéresse pas, ni son directeur de la DCSA ou la DCSI. Ça ne m'intéresse pas, j'ai d'autres choses à faire. Ces gens-là sont des fonctionnaires, ils sont payés pour fonctionner conformément aux lois de la République. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous avons un pays qui a été privatisé par une bande de voyous et qui est en train de jouer à la roulotte russe avec notre pays. Je reviens à vous, Adel Djebbar, dans un instant. Direction la région parisienne, dans le 77, en Seine-et-Marne, précisément à Tournan-en-Brie. Les universités donc, de riposte internationale, dont le président est Ali Adjoudi, se déroulent actuellement depuis déjà hier jusqu'à demain. On devrait avoir avec nous, d'abord, je vais saluer mon collègue Hossein Gasmi qui couvre l'événement depuis hier. On devrait avoir notamment, je pense, Maître Issa Rahmoun, vice-président de Riposte Internationale avec nous. Oui, Chaban, salam alaikum. Bonsoir les invités, mais aussi les téléspectateurs de Marrakech. Merci d'être avec nous. Peut-être un mot d'abord, j'ai le plaisir de vous rendre visite une première partie de journée avant de rejoindre ici la rédaction. Peut-être un mot sur ces universités. Alors moi, ce que j'ai pu ressentir ce matin, déjà, il y a un point positif, c'est que vous êtes nombreux, vous êtes réunis. Déjà, ça c'est important en termes de solidarité aussi envers Riposte Internationale ne s'occupe pas que de l'Algérie, mais fait un gros travail en solidarité avec le peuple algérien sur différents points que vous pouvez évoquer. Mais déjà, pour vous, c'est positif de réunir autant de monde, autant de militants. Il y a beaucoup de femmes d'ailleurs, des jeunes, j'ai vu, des hommes aussi. Pour vous, c'est déjà un succès de ce point de vue-là? Tout à fait. C'est la première édition de l'université d'été de Riposte Internationale. Cette dernière, on la veut comme un événement majeur de la vie organique, mais aussi de la vie de la lutte pour les droits de la personne humaine. L'université d'été est un événement qui a rassemblé de divers horizons, des acteurs, des activistes, de la dynamique de la société civile, des Algériens qui vivent en France particulièrement, mais aussi il y a des amis qui sont venus d'Alger, d'ailleurs pour assister à l'université d'été de Riposte Internationale. Vous savez, c'est quand même assez désolant quand on voit qu'en Algérie, un pays continent comme le nôtre, on n'arrive pas à avoir 50 mètres carrés pour se réunir. Du coup, la liberté de réunion, de rassemblement et la vie des associations en Algérie, la preuve en est là, c'est le refus, le report plutôt du régime algérien pour la 8e fois de la visite du rapporteur spécial qui travaille sur la question de la liberté d'association, n'est qu'une preuve supplémentaire que la société civile en Algérie, le mouvement associatif, le régime, il veut en découdre avec tout ce qui est autonome, indépendant, tout ce qui fait une force, tout ce qui est force de proposition, tout ce qui est lutte pour la promotion de la démocratie, de la citoyenneté. Donc, à Riposte Internationale, effectivement, on a commencé les travaux hier avec le début des travaux, le rassemblement de ceux qui ont assisté à cet événement. On a eu à animer 5 ateliers, principalement un atelier sur la condition féminine et
l'implication de la femme dans dans la société civile, dans le travail associatif, ses droits aussi, et en particulier la situation de la femme algérienne. On a eu un atelier, le travail de proximité, comment doter Riposte d'outils, de mécanismes nécessaires pour opérer soit avec les ONG, nos partenaires, mais aussi avec les Algériens établis en Europe et un peu partout dans les continents qui ne sont pas résidents en Algérie. On a eu aussi un atelier qui avait traité du renforcement des capacités de l'ONG, des ONG en général. Et là, c'est comment s'outiller d'expertise, que ce soit juridique, politique, mais aussi dans le plaidoyer international. Quatrième atelier, il était réservé à la formation. Et la formation, ça touche principalement les jeunes et les moins jeunes sur le vocabulaire d'un militant des droits de la personne humaine, d'un activiste de la société civile. Et le dernier atelier, c'est la communication, qui est très très important dans un monde où la communication et l'information est un secteur névralgique pour les institutions, pour les associations, les ONG. Donc en tout, voilà les ateliers que Riposte avait élaborés. Demain, ça va être la clôture de oui, allô? Oui, allez-y, terminez pour demain. J'aurai une deuxième petite question après à vous poser. Oui, demain, ça va être la clôture de l'université d'été avec la restitution des travaux des ateliers et probablement prendre des résolutions pour la vie organique de cette organisation, mais aussi son épanouissement qui est tant espéré par des activistes de la diaspora, mais aussi de nos compatriotes qui sont en Algérie, qui attendent beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette organisation, mais aussi... Voilà, c'est ça. Alors, justement, je voulais en y venir. On a tous connu effectivement cette révolution février 2019 qui a commencé avec un certain engouement, avec des dizaines, des centaines de milliers d'Algériens, d'Algériennes et un peu partout en Algérie et puis dans le monde entier. On a vu dernièrement encore dans le cadre des feux qu'il y a eu des rassemblements en Espagne, en Suède, aux États-Unis, au Mexique, au Canada, etc. Donc cette solidarité, cette révolution, est-ce qu'on peut dire qu'elle continue? Elle continue aussi peut-être aussi avec ce travail concret que vous menez avec Riposte et avec ce rassemblement, puisque je vous ai vu quand même aujourd'hui, vous êtes nombreux et vous réussissez tout de même à mobiliser. Il y a une réelle sensibilité qui continue pour aider les Algériens à atteindre leurs objectifs, notamment Daoula Madaniya, Matia Askaliya, un changement de système, vivre librement, la liberté d'expression. C'est une continuité de cette révolution, ces 3 jours aussi, quelque part. Tout à fait. Vous savez, si Chaban, si les Algériens se retrouvent dans les 4 coins du globe, ceux qui ont fui le pays pour diverses raisons, entre l'immigration économique et entre fuir le pays pour s'épanouir, avoir de la dignité, une liberté, ceux qui sont oppressés dans le pays, ceux qui n'arrivent pas à s'épanouir dans leur pays. Je dirais que ces ONG, la diaspora algérienne, qui est installée un peu partout à travers des collectifs, des associations qui sont impliquées dans le mouvement de la société civile étrangère, n'est que le prolongement de la révolution. La révolution, elle est algérienne et tout se fait dans le pays en interne. Je dirais que cette ONG, Riposte Internationale et tant d'autres, sont le prolongement
c'est une passerelle des voix qui ne sont pas entendues en Algérie. C'est l'œil avec lequel la communauté internationale peuvent regarder réellement ce qui se passe en Algérie. Je dirais qu'aujourd'hui, les institutions internationales et la société civile internationale doivent avoir un autre regard sur ce qui se passe en Algérie. Parce que le Hirak n'étant pas médiatisé par les organes de presse, même à l'étranger, Riposte et d'autres ONG permettent en fin de compte, de rendre visible la hogra, de rendre visible l'arbitraire, le déni de justice, de rendre visible et lisible ce qui se passe réellement en Algérie. Donc, je dirais tout simplement que Riposte est en train de se construire, de se doter de mécanismes et d'outils nécessaires pour être le relais de ce qui se passe en Algérie. Merci infiniment, Maître Rahmoun, vice-président de Riposte international et puis aussi de la Ligue algérienne des droits de l'homme et pas mal de monde avec vous. Et il y a aussi Nassera Dutour que j'ai croisé ce matin. Il y a pas mal de personnalités. Nassera Dutour qui est présidente du collectif qui soutient les victimes de disparus elle-même. Donc son fils a disparu il y a quelques années maintenant, pas loin de 25 ans, qu'on salue. On va sur ces quelques images rendre hommage justement aux détenus, aux prisonniers. Ça sera la troisième thématique, mais juste après, on reviendra sur cette Algérie. Est-ce que réellement, en cette période de crise, du gaz, de l'hydrocarbure, de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, et puis entre tous ces va-et-vient, dernièrement encore le patron du Conseil de l'Europe, Charles Michel, était en Algérie. On va essayer de comprendre où se situe l'Algérie aujourd'hui, notamment dans la région du Sahel. Ces quelques images où on rend hommage aux détenus, aux prisonniers. Vous avez aussi ici leurs enfants. Hassan Moussi, je reviens à vous. On va évoquer, vous l'avez entendu juste avant le lancement de cet hommage. On va sur la deuxième thématique ce soir. On va essayer de revenir sur cette Algérie. Cette Algérie qui aujourd'hui reçoit un certain nombre d'États, d'Européens. Le président aussi du Conseil de l'Europe a été présent. L'Afrique subsaharienne aussi, pas mal d'échanges. D'abord liés aussi à cette crise entre la Russie et l'Ukraine, notamment autour du gaz. Il y a aussi ce sommet arabe qui se prépare, puisqu'on a vu Ramzan Ramamra, le ministre des Affaires étrangères, faire une tournée et ça continue encore. L'Algérie, Hassan Moussi, aujourd'hui, même question pour Adel Djebbar. L'Algérie, aujourd'hui, vous la situez comment dans cette région? La Chine est présente depuis 10 ans. La Russie, tout de même, est un partenaire fidèle à l'Algérie. Macron s'est rendu, je donne un peu un schéma, s'est rendu comme en Algérie dernièrement. Est-ce que ce n'est pas aussi pour
montrer à l'Algérie, attention, cette France-Afrique, on veut aussi la garder, attention à vos relations avec l'Afrique. Et puis n'oublions pas, pour terminer, qu'il y a ces deux clans, entre guillemets, il y a l'Europe, l'Occident, l'OTAN, il y a la Russie aussi qui se retrouve tout de même un peu seule aujourd'hui. L'Algérie dans tout ça, comment vous la voyez aujourd'hui en 2022? La question est pour moi, Chaban? Oui, pour vous, Hassan Moussi. Je reviens vers vous, oui. Oui, ok. Parce que je vous ai entendu évoquer le nom de notre ami Adel Djebbar. Je pensais que... Bon, oui, la question est pertinente aussi. Vous savez, aujourd'hui, on veut, au niveau international, on veut faire du Sahel un champ, un stade où l'on essaye de détourner tous les problèmes du monde, où l'on veut essayer de tester les armements, les armes, les produits chimiques, le terrorisme, tous les malheurs du monde. On veut en faire des tests un petit peu dans ce Sahel-là. Malheureusement, l'Afrique a trop dormi. L'Afrique a trop dormi. Elle a trop servi de réservoir pour cet Occident, malheureusement, par la faute de ses dirigeants. Et malheureusement aussi, les grandes nations africaines, telles que le Sénégal, le Cameroun, le Nigeria, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, pourquoi pas, l'Égypte, n'ont pas joué le rôle qu'ils auraient dû jouer pour protéger l'Afrique, pour essayer de travailler communément, en commun, d'essayer de faire un globe, une zone de libre-échange africaine, du moins une zone de libre-échange d'Afrique du Nord, par exemple. On n'a pas joué ce jeu-là. Aujourd'hui, mon ami Chaban, en politique, il n'y a pas de, je dirais moi, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas de sentiments en politique. Nous sommes arrivés à un stade où l'Europe souffre du manque de gaz, la Russie joue son va-tout, fermer les vannes, ne pas fermer les vannes, écraser l'Ukraine, ne pas écraser l'Ukraine. L'Ukraine est un enjeu entre l'Europe, entre l'Occident et la Russie. On utilise l'Algérie maintenant, le Maroc, la Tunisie, un certain nombre de... Hassan Moussi, c'est bien de nous dresser ce tableau et de nous donner ces éléments de précision, mais l'Algérie aujourd'hui, elle a quelque part tout à jouer, même si aujourd'hui on parle de 8-9% de gaz pour l'Algérie, on n'a pas trop les chiffres exacts, mais elle a tout à gagner aujourd'hui. Est-ce qu'elle est prête, cette Algérie, notamment à faire face en termes de productivité, en termes de puissance? D'ailleurs, on va écouter, avant de vous redonner la parole, on va écouter ici le président Abdelmadjid Tebboune qui nous parle justement que quoi qu'il arrive, l'Algérie est une puissance. مش بالقدرات تاع بلادها يأمنوا بالقدرات تاع الغير هما دايرين روحهم ما الجزائر قوة ضاربة العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين تلقاهم نهار كامل هما يقزموا في البلاد نهار كامل هما ينتقدوا نهار معليش الانتقاد بلاه الانتقاد البناء يخليك يعني تفوت المراحل الأخرى ولكن ما تقزمش بلادك العالم كله عارفها باللي قوة جهوية باللي قوة تجيب السلام في المنطقة باللي قوة جابت توازنات في المنطقة دولة اللي تخرج 250 ألف جامعي سنويا قال لي أنا ما نشكك في الشباب تاعها ستارت اب ميكرو انتربريز ولا غيرها. Le président Abdelmadjid Tebboune qui nous parle de cette puissance, il a évoqué dernièrement en disant clairement, je vais le citer, en juillet dernier, la solution au Mali sera à 90% algérienne. Hassan Moussi, 2 minutes là-dessus. Pour vous, toujours, cette Algérie aujourd'hui, vous la voyez comment? Elle a quelque part tout à gagner puisqu'elle a du gaz, elle est à peine 50 minutes de Marseille. L'Italie, l'Espagne, c'est pas loin. Il y a une crise de gaz par exemple pour ne parler que d'hydrocarbures. Vous la voyez comment? Parce que c'est lié aussi peut-être à cette fragilité. Peut-être on évoquait l'arrivée de Djebbar Mehna, notamment la direction de la sécurité extérieure. Donc ça démontre peut-être une certaine fragilité ou pas. Est-ce que cette Algérie, elle est si puissante aujourd'hui? Est-ce qu'elle a les moyens de faire face et de s'imposer, notamment sur cette région du Sahel par exemple, ou du gaz en Europe?
Je dis et je le redis, mon ami Chaban, c'est mon avis personnel. Oui, l'Algérie est une force de frappe aujourd'hui. Malheureusement, tous les canons de l'Algérie, pour qu'elle puisse répondre à cette force de frappe, sont complètement bouchés. On les a bouchés. Il y a une stabilité à tous les niveaux en Algérie. Le peuple est déstabilisé. L'argent est déstabilisé. Le pouvoir d'achat est déstabilisé. Tout est anarchique. La seule stabilité, nous la voyons sur les deux points. Il n'y a que la logique du pouvoir, il n'y a que le pouvoir qui est stable depuis 62 jusqu'à aujourd'hui, stable dans sa logique, dans sa programmation, dans sa jeunesse, dans sa façon de gérer cette grande Algérie, et la stabilité de l'illégitimité. L'illégitimité a toujours été stable, nous avons toujours été illégitimes au sommet. Ceci dit, l'Algérie a exporté pour 34 milliards de dollars d'hydrocarbures tout simplement en 2021, plus 70% par rapport à 2020. C'est quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas su profiter de cette manne et on ne sait pas en profiter. La Russie a donné cette possibilité à l'Algérie. À quelques malheurs, quelque chose est bon. Par ailleurs, c'est le malheur. Un peu ailleurs, on gagne par rapport à ce malheur-là. L'Algérie, je disais, elle a exporté pour 34 milliards, un petit peu plus de 34 milliards de dollars en 2021. Je ne vais pas trop vous retenir le longtemps, Chaban. En 2021, elle continue à augmenter son niveau d'exportation hydrocarbures, d'où l'augmentation des devises aussi. Malheureusement, on ne sait pas quoi en faire. Même la Banque mondiale aujourd'hui reconnaît que le PIB algérien a augmenté par rapport justement à nos ventes en hydrocarbures. Nous avons les possibilités de nous imposer en Europe. Oui, l'Europe aujourd'hui souffre le calvaire du gaz et du pétrole. Poutine n'a pas encore fermé complètement les vannes et nous sommes à quelques semaines de l'hiver en Europe. Mes amis européens, dont vous, M. Chaban, dont mes amis qui vivent là-bas, mes concitoyens et les Européens en général, sont en train de payer la facture trop chère. L'Algérie aurait pu jouer la grande carte en ce moment depuis la crise de l'Ukraine, mais on patine, on essaye plutôt de vendre nos produits, nos hydrocarbures pour notre légitimité, pour essayer de nous légitimer parce qu'au niveau local, au niveau interne, le peuple ne reconnaît pas ses pouvoirs publics. Et le peuple vous dit ni le maire, ni le chef d'Aïra, ni le wali, ni le président ne sont nos élus à nous. Merci, je reviens à vous. Je reviens à vous, Hassan Moussi, transition toute faite. Adel Djebbar, voilà, peut-être transition toute faite. Hassan Moussi nous dit qu'elle aurait pu. Alors, vous avez à peu près 5 minutes de retard sur le temps de parole, donc là, vous allez pouvoir vous exprimer. Je ne reviens pas à la situation sur cette thématique. Votre position, selon vous, cette Algérie, cette belle Algérie, effectivement, qui devrait être, qui est tout de même puissante. Elle le sera beaucoup plus si on devait juste mettre en application ce slogan. Un État civil, et je suis sûr avec tout le potentiel minier, humain, minéral que nous avons, nous ferons partie des ligues majeures en 20 ans. Mais si on laisse le pays géré par les godasses, ça c'est bientôt la famine et la désintégration de ce pays. Moi je continuerai sur ce qu'a développé Hassan Moussi pour corriger, rajouter ou corriger quelque chose. L'Algérie n'a pas fait d'efforts de production et de productivité d'hydrocarbures. Nous avons atteint et dépassé le pic de production dans les années 82, aussi bien à Hassim Saoud qu'à Hassermen et ailleurs. S'il y a eu beaucoup plus d'argent qui a été engrangé, c'est dû au fait que les prix des hydrocarbures ont explosé durant la pandémie et après la pandémie. C'est tout. Nous avons raflé ce qu'il y avait. Mais sinon, en termes de possibilités d'augmentation de la production, notamment gazière, nous ne pouvons strictement rien faire. Il y a une grosse arnaque qui est en train d'être concoctée par les officines du pouvoir pour aller pomper les 35 milliards de mètres cubes initialement prévus pour la réinjection du gaz et maintenir en vie les gisements. Ils vont soustraire une bonne partie pour la donner à l'Italie parce qu'ils viennent de signer des accords. Bon, maintenant, pour revenir à votre question cruciale sur la visite de Macron, sur la puissance régionale, au Qawad Dariba, etc., et le blabla.
de Kedboun, je commencerai par la fin. Macron est venu visiter, il a donné des ordres. Pourquoi? Parce que la France néocoloniale, la France-Afrique est en train de s'effondrer, elle est en train de se faire jeter en dehors de l'Afrique et le premier acte de rédemption est en train d'avoir lieu au Mali. Donc l'armée néocoloniale française a été dégagée du Mali et remplacée par Wagner ou par je ne sais pas trop qui. Ce n'est pas notre propos. Macron est venu demander aujourd'hui à l'Algérie de prendre position, parce que les généraux algériens ne sont pas contents du départ de l'armée française au Niger, parce que le terrorisme est un fonds de commerce que ce pouvoir illégitime, criminel, dictatorial est en train d'utiliser contre l'Algérie, son peuple et les Algériens depuis 1992. Je recommande aux Algériens de lire 2 excellents livres, de Dark Sahara, le Sahara sombre, de Dying Sahara, le Sahara agonisant du grand politologue américain Jeremy Kennan, qui démontre hors de tout doute la collusion entre le DRS algérien, qui est l'usine où se fabrique le terrorisme au Sahel. C'est le DRS algérien qui a créé le terrorisme, ça fait 30 ans. Qui nous ont fait rentrer dans ce terrorisme. Des fois, ce terrorisme est résiduel, des fois, nous l'avons vaincu militairement, des fois, il n'est pas vaincu politiquement, et on nous bassine toujours avec ces histoires de terrorisme. Macron est venu dans les désordres. Qu'est-ce qu'il y a eu par la suite? Et d'où est-il venu? Il était au Cameroun. Il a rencontré un fossile qui est là-bas, un dictateur qui est là-bas depuis 38 ans. Il est passé par la Guinée-Bissau. Qu'est-ce qui s'était passé une semaine après? Le ministre de la Défense camerounais est venu rencontrer Shingri, a signé des accords de défense, et le président de la Guinée-Bissau est venu en Algérie rencontrer Kedboun. Donc, si l'Algérie est devenue une plateforme très importante au niveau politique mondial ou au niveau de la diplomatie, elle est en train de recevoir... Est-ce qu'elle a les hommes aujourd'hui, les hommes et les femmes dans les plus hautes responsabilités de la diplomatie, de l'armée, vraiment pour continuer à entretenir ces relations, à protéger le pays aussi et à avoir les compétences et les moyens d'entretenir ces relations, parce qu'il en va aussi de l'intérêt du peuple, il en va de l'intérêt aussi de l'Algérie. Mais un pays c'est quoi? Un pays, c'est quoi? C'est une économie qui est capable de produire ce que les gens doivent manger, qui est capable de produire l'habillement. Aujourd'hui, Hassan parlait de clous, moi je parlerai d'aiguilles pour coudre nos culottes. Si on ne les ramène pas de Chine, on va marcher avec des culottes déchirées sur le derrière. Un pays, c'est une économie. C'est pas la mitraillette, c'est pas les godasses, c'est pas les fourchettes et les ustensiles que mettent les généraux, ces généraux-là sur leurs épaules et sur leur poitrine, alors qu'ils n'ont jamais gagné une guerre sur le terrain. L'armée n'est pas ici, c'est une armée budgétivore. Elle pompe 13 milliards de dollars dans l'opacité la plus absolue, hors de tout contrôle. Donc, tant et aussi longtemps, et je le redis encore, tant et aussi longtemps que la matrice satanique de ce régime qui est l'armée et sa police politique n'ont pas été déboulonnés pour que les Algériens puissent retrouver leur citoyenneté, leur indépendance, leur liberté et leur possibilité de jouir et de vivre dans un pays apaisé, rien ne se passera. Nous sommes, avec peut-être la Birmanie, le dernier pays de la planète ou de la galaxie à montrer nos généraux, à parler de leurs scandales, à assister à leur règlement de comptes sordides, mafieux. C'est pas un pays. Un pays qui est géré de cette manière-là est voué à la destruction. Il n'y a pas de pays, il y a une oligarchie de bandits, de voyous qui ont privatisé un pays, qui ont ramené un épouvantail pour rebâtir la vitrine fracassée du pouvoir en 2019, et puis ils sont en train de fonctionner comme ça. Quel investissement ils ont fait? Quand ils plantaient comme poteaux et arbres, quelles sont les réalisations économiques? S'il n'y a pas de bateaux de blé qui débarquent d'Ukraine ou de Russie ou de France, nous allons crever de faim. S'il n'y a pas de médicaments qui vont venir, nous allons crever de faim. L'Algérie, en 96-17, a importé 64,5 millions de paires de souliers de Chine. Donc si on n'importe pas les souliers de Chine, nous allons être comme les médecins aux pieds nus de la Chine, de Mao, il y a 40 ans.
Encore 2 minutes sur cette thématique avec vous. Comment, je sais qu'en plus c'est quelque chose qui vous parle énormément, comment vous analysez ce remaniement encore avec l'arrivée de Djibar Mahna à la direction de la sécurité extérieure, sachant que c'est aussi un poste qui a vécu beaucoup de remaniements. Le dernier en date, c'est il y a 2 mois avec le général Rajdi. Comment vous analysez ça? C'est une fragilité, c'est plus renforcer ce secteur qui est peut-être le secteur le plus important du pays. Et cette semaine, on a entendu des militants qui nous disaient que cette nomination, c'était peut-être pour intimider, faire peur, notamment la diaspora, ces Algériens et ces Algériennes qui s'expriment et qui militent. Ben, ce régime dictatorial est toujours dans sa logique outrancière du tout sécuritaire. Il est en train de tétaniser, de traumatiser, d'emprisonner, de faire peur aux gens en pensant que les gens vont oublier leurs revendications. On est bien en train de recruter des anciens assassins qui ont les mains rouges de sang et qui ont passé par la case prison et qui reviennent aux plus hautes fonctions de l'État. Ils sont en train de nous dire « vos assassins d'hier sont encore là ». Monsieur Djibar Mahna, je ne pense pas que ce soit ma photo qui soit ici. Ce crime a été commis par le DRS. Il y a aujourd'hui beaucoup de littérature, et il y a beaucoup de témoignages d'anciens agents du DRS qui étaient avec lui, et avec tous les tueurs à gages qui sont au pouvoir aujourd'hui, et qui nous disent ce qui s'est réellement passé. Merci les réseaux sociaux qui ont aujourd'hui mis à nu toutes les intrigues, tous les crimes qui nous étaient cachés. Vous parliez tout à l'heure du rapporteur des droits de l'homme de l'ONU. Il ne viendra pas. Eux, ils vont recevoir. C'est la prochaine. Adel Djibar, c'est la prochaine thématique. On va écouter ici le président Abdelmadjid Tebboune qui nous parle d'un mensonge du siècle. Il n'y a pas de détenus d'opinion en Algérie et la prétendue existence de ce genre de détenus relève du mensonge du siècle. المسجونين اولا المسجونين تاع الراي هذه اكذوبه القرن ما عندناش مساجين تاع الراي. انا الانسان اللي يسب ويشتم وهذا يتعاقب بالقانون العام مهما كانت صفته. الحصانه موجوده الا المنتخب من طرف الشعب النائب ولا العضو ولا الشمال وداخل قبة البرلمان فقط سيطر. Et avant de terminer cette vingtaine de minutes autour de cette actualité, qui est peut-être une des actualités aussi les plus importantes, on va écouter ici le président Abdelmadjid Tebboune qui nous dit qu'il n'y a pas de prisonniers, notamment de détenus d'opinion. C'est Hajouja par conviction. Et c'est pas d'aujourd'hui. ما كانش سجين الرأي. تعطي رأي معاكس على الرأي نتاع السلطة ولا كذا تدخل هذا ما نهبطوش لهذا المستوى. ولكن اللي يمس بالأمن العمومي ويبغي يحتل الأمور بالدراع واللي يشتم ويجرح ويخلق بالبلة في البلاد هذا ما هوش حرية التعبير. هذه حرية التخريب حرية الشتم حرية كذا هذه ما تبقاش. اللي قلتها مرارا الديمقراطية تتبنى بحرية التعبير الحقيقي حرية التعبير المسؤولة. Voilà, si vous venez de nous rejoindre, il est 19h32, on continue la rétro-info de la semaine, notamment avec ces annonces dont on a parlé tout à l'heure en termes de sécurité, de stabilité, de confiance, de rassemblement. On vient d'évoquer ce pays, cette puissance qui est l'Algérie sur la région du Sahel. Et puis, on termine avec notamment cette semaine où était prévu le 12 septembre prochain, en tout cas, la visite du rapporteur spécial de l'ONU. C'est 8 à 10 fois qu'elle a été donc reportée
a annulé, c'est la question qu'on se pose depuis 2011, l'ONU, notamment autour des droits de l'homme. Au niveau de la liberté d'expression, des détenus d'opinion n'a pas accès à l'Algérie. La question qu'on va se poser maintenant, et on va en parler avec nos invités, Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne des défenses, donc des droits de l'homme, c'est lui qui a annoncé cette information. La PS n'en a pas parlé, pas de démenti, encore moins les chaînes d'État algériennes. Voilà ce qu'il dit, Saïd Salhi, à la demande du gouvernement algérien, le gouvernement algérien de ne pas vouloir assumer ses engagements devant les mécanismes onusiens, donc l'ONU, de protection des droits humains. Il s'agit donc pour lui de la 8e fois que l'Algérie reporte cette visite. En parlant donc du pouvoir algérien, je cite, il a peur de cette visite, que cette visite puisse démasquer la réalité d'une répression implacable, dit-il, Saïd Salhi. C'est une fuite en avant pour le pouvoir algérien, tellement la situation des libertés publiques et chaotique est accablante en Algérie. Hassan Moussi, c'est à votre tour. Cette question des détenus, quand on vient d'entendre le président Abdelmadjid Tebboune nous parler d'un mensonge d'État, nous parler aussi qu'il n'y a pas de détenus d'opinion, il est président, il connaît ses dossiers, il est entouré, il a tort, il a raison, parce qu'il annonce encore des choses très, très fortes là, en disant clairement qu'il n'y en a pas. Oui, rapidement, j'ai écouté un petit peu tous les points, Chaban, mais je vais essayer d'être rapide. Je commence d'abord par les 4 ou 5 ou 6 changements qui ont été opérés dernièrement, pour arriver ensuite à votre question là. Vous savez, c'est du Moussa Hadj Moussa. On continue encore à retirer du congélateur des gens pour remplacer Dahman Ja'far Dahman Qaddour Salah Qaddour. Nous, le peuple algérien, ce qui l'intéresse, ce n'est pas ce congélateur-là. Il a besoin que ce pouvoir, justement, regarde l'Algérie tout entière. L'Algérie, ce n'est pas le fameux congélateur qui a Hydra, ce n'est pas seulement Hydra, El Mouradia, Alger. L'Algérie, c'est un continent. Je passe au second point. D'abord, j'appuie mon ami Adel Jabbar quand il disait un pays, c'est une économie. Oui, un pays, c'est une économie. Et un pays, c'est aussi la confiance entre les gouvernés et les gouvernants et ses gouvernés. Les gouvernants et les gouvernés. Parce que là, je disais donc, l'économie, elle bat de l'aile, malheureusement, et la confiance gouvernant-gouverné n'existe plus. Elle n'existe plus. Je vous avais parlé tout à l'heure de stabilité. J'avais dit qu'il y a la stabilité de la logique du pouvoir, depuis son de jusque-là, de l'illégitimité, mais tout par ailleurs est déstabilisé. Maintenant, les détenus, écoutez, il y a plus de 300 personnes qui, depuis février 2019 à aujourd'hui, parmi tous ceux qu'on avait arrêtés, il y a encore plus de 300 personnes qui sont dans les prisons algériennes. J'en connais une bonne quinzaine qui, tout simplement, ont été arrêtés parce qu'elle a pris un drapeau algérien, parce qu'ils ont dit « One, two, three, vive l'Algérie », parce qu'ils ont dit « Nous aimons l'Algérie », parce qu'ils ont fait des propositions, parce qu'ils ont dit « Le ministre X ou le président Y n'est pas à sa place ». Je crois que M. Tebboune venait de le confirmer. Il a dit une critique positive est la bienvenue. Ils ont fait une critique positive. Ils ont dit changeons le ministre Y, changeons le président Z, changeons le général W. C'est une opinion d'un jeune Algérien. On lui met le menotte et on l'emmène en prison. C'est un détenu d'opinion. Maintenant, la visite, vous parlez de l'ONU. C'est quoi l'ONU? Encore une fois, moi, je suis totalement d'accord avec notre ami Salhi qui s'exprimait dans ce que vous avez lu. J'ajouterai, je dirais beaucoup plus, je ferai l'analyse opposée, inverse. Je dirais que l'ONU, c'est un peu à la tête de l'ONU, il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a les États-Unis d'Amérique, il y a l'Angleterre, il y a la Belgique, il y a l'Espagne, surtout cette Europe-là. Et cette Europe a besoin de gaz, a besoin de gaz, a besoin du produit africain. Et oui, mais ce qu'il dit, oui, c'est important peut-être ce que vous dites là, mais ce que dit Saïd Salhi, il dit clairement que, voilà, avant de vous redonner la parole à tous les deux, il dit le report de la visite donc du rapporteur de l'ONU en Algérie n'est qu'un refus déguisé du pouvoir tellement les violations et les libertés publiques sont flagrantes. D'abord, est-ce que selon vous, il dit vrai? Est-ce que c'est vraiment le pouvoir algérien qui dit encore une fois on n'en veut pas parce qu'on a peur? Je vais un peu vite. Moi, Chaban, mon ami,
Oui, on a eu les problèmes du RAJ, on a vécu le problème de RAJ, on a vécu le problème du SDH Oran, on a vécu les problèmes du PST, du MDS, de l'UCP, de l'interdiction de réunion des partis politiques, des manifestations interdites, bien qu'elles soient pacifiques, des provocations contre les partis politiques qui refusent de s'inscrire dans la logique du pouvoir. Tout ça démontre qu'il y a problème en Algérie, problème d'expression, de liberté, etc., etc. Je ne remets pas encore ce qu'a dit notre ami Saïd Salhi, bien au contraire. Mais le mot refuser, je veux le développer autrement. Ce n'est pas que seulement le pouvoir algérien a refusé, parce que c'est la 9e fois qu'on recule la venue de ces donc pour vous, alors c'est intéressant. C'est intéressant ce que vous dites. Donc peut-être que pour vous, il y a une pression tout de même qui est ailleurs et qui fait en sorte qu'il y a un obstacle ailleurs qui fait que... Moi, je voulais dire qu'il y a une pression, les sommets, les capitales européennes, sur l'ONU qui disent, bon, ils vous ont dit, ne venez pas pour l'instant, laissez pour le calendrier grec. C'est pas grave. Arrêtez. Attendons 2023, 2024, 2025, etc. Parce qu'on a besoin de cette Algérie-là. On a besoin de pomper son gaz, de pomper ses connaissances, ses hommes, ses ingénieurs, etc., etc. On a besoin de cette Algérie, notamment pour le gaz des hydrocarbures. Laissons-lui le temps. C'est pas grave. On vous a dit pour l'instant, n'irez pas. Je reviens à vous dans un instant, c'est aussi une analyse, une manière de voir les choses. Adel Djebbar, observateur politique encore avec nous ce soir, bienvenue une nouvelle fois. On vient d'écouter Abdelmajid Tebboune. Il est président de la République, alors on peut en parler comme on veut, analyser son élection, on en parle assez ici, mais il dit clairement il n'y a pas de détenus et en plus de ça, il parle d'un mensonge du siècle. Qu'est-ce que vous lui répondez? Il connaît ses dossiers, parce que c'est quand même très précis, hein, ça c'est vraiment très précis. Quand vous entendez un président d'un État qui dit clairement tout ça c'est faux, ce que disent les militants, ce qu'ils revendiquent, ce qu'on peut lire aussi sur les réseaux, ce que peuvent dire aussi les ONG. Ici, j'ai une liste, j'en parlais cette semaine, d'une centaine d'ONG, dont une vingtaine algériennes. Donc c'est pour vous dire que l'étranger est nombreux à parler de cette liberté d'expression bafouée de ces détenus. Qu'est-ce que vous dites à Abdelmajid Tebboune? Je ne veux même pas lui répondre, parce que vous ne pouvez pas défier un grand menteur. J'ai dit un jour que Richter a créé l'échelle de Richter. Lui, il a créé l'échelle du mensonge. Il est imbattable à ce jeu-là. Il vous ment droit dans les yeux, puis il ne bouge pas, il ne change pas de couleur. Moi, je reviendrai à quelque chose de beaucoup plus sérieux qui a été analysé par notre ami Hassan. Son analyse tient la route. Les Occidentaux, c'est l'hypocrisie et le cynisme politique le plus total. Le plus important pour eux, c'est de ne pas toucher à leurs intérêts. Il se pourrait fort bien qu'on ait appuyé sur le bouton pour dire à cet observateur ou rapporteur des droits de l'homme, sachant pertinemment qu'il n'y a pas de droits de l'homme, il n'y a pas d'état de droit en Algérie, ce n'est pas la peine de vous casser la tête. Il faudrait qu'on se dise une chose, c'est que ce régime criminel dictatorial tombe malade. Il fait 100 degrés de fièvre. Si on lui enlève le contrôle, c'est un malade du contrôle, il n'y a que le tout sécuritaire dans sa tête. On se rappelle les délégations ou les commissions ou les invités de marque qui sont venus en Algérie, convoyés par le DRS, protégés par les gendarmes, et qui avaient d'illustres noms de faiseurs de guerre, comme BHL, comme Glucksmann, comme Marek, et comme Saïd Samdi. Donc ces gens-là veulent contrôler, ils veulent savoir ce qui se passe avant de dire oui ou non. Et il faudrait qu'ils mettent en branle leur organe de propagande de l'action sociale. Pourquoi ils ne veulent pas que ces rapporteurs viennent en Algérie? Parce qu'ils ne veulent pas qu'ils rencontrent des gens qui sont touchés dans leur chair et dans leur sang. Voilà. S'ils venaient pour rencontrer cette dame qui cherche son fils depuis 26 ans, ils les autoriseront jamais. Ils veulent avoir des gens qui choisissent eux-mêmes, qu'ils mettent dans des hôtels 5 étoiles, des méchouis, du whisky, du champagne rosé, et puis une visite guidée. C'est une visite touristique comme on a eu droit aux mercenaires de Wagner qui sont venus
se promener dans un bus londonien à Alger. Donc, ils veulent contrôler les choses. La venue de ce monsieur-là ne changera rien pour nous. Nous savons aujourd'hui, et on a eu la démonstration la plus éloquente avec la visite de Macron. Je terminerai avec ça pour dire que ces supplétifs de la France néocoloniale n'admettront jamais de combattre pour la liberté et l'indépendance de l'Algérie. Ils sont là à combattre pour la survie de leur régime. Quand j'ai vu l'image de Macron et les embrassades et les tendresses sous les caméras avec Tebboune, je me suis rappelé ce qu'a dit un marabout en 1878 à Ain Boussif. Il disait « Les Français partiront un jour et vous chercherez en vain un de leurs chapeaux pour l'embrasser. Vous songerez alors un peu tard à tous les bienfaits dont ils vous ont comblé et de vos yeux couleront alors les larmes de sang. » Et c'est ce que nous voyons avec cette jeune criminelle qui dilapide l'Algérie, qui l'appauvrit et qui va investir dans la patrie de son cœur. Et quand ces cocos-là tombent de leur siège, ils prennent leur retraite, et ils vont tous se réfugier à Paris où des dizaines ou centaines de millions d'euros et de dollars les attendent, où leurs femmes et leurs enfants sont installés avec des commerces et avec de l'argent volé à l'Algérie. Donc rien ne viendra de ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là, la seule chose qui lui reste, c'est de partir. Et c'est aux Algériens de le faire partir pour bâtir un État véritablement démocratique où les autorités judiciaires, exécutives et législatives sont séparées. Pour le moment, nous avons un tyran, un imam et une armée pour protéger tout ce monde-là. Merci Adel Djebar. Une réaction avec Hassan Moussi avant d'évoquer 2 petites minutes tout de même. L'actualité internationale de la semaine, c'est la disparition de la reine Elisabeth II. Hassan Moussi, vous êtes en Algérie. Le peuple aujourd'hui, vous le sentez tout de même qui garde espoir. On sait qu'il est face à un quotidien difficile. Quand on est face à un quotidien difficile, on n'a pas spécialement envie de sortir et puis de continuer à manifester, etc. Mais vous sentez cette lueur d'espoir d'une continuité, d'un changement de système ? C'est-à-dire, reposer Est-ce que vous êtes en Algérie ? Oui, vous êtes en Algérie. Est-ce que vous sentez tout de même que ce peuple, il a toujours envie de sortir de ce système, comme il le dénonce, comme il l'évoque ? Est-ce que dans son quotidien, lorsque vous échangez, vous ressentez ça tout de même ? Sincèrement, je vais vous répondre sincèrement. Sur les 100 personnes que vous rencontrez dehors, vous leur posez la question, 99 vous diront « On est pressé de voir ce système partir, ce régime partir, ces gens-là qui sont à la tête partir, on en a marre, ils souffrent ces gens-là. Le peuple algérien souffre, mon ami Chaban. Vous savez, 75% des travailleurs algériens font moins de 30 000 dinars. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ils en ont marre. Ils souffrent, c'est la chaîne, face au lait, c'est la chaîne, dans les administrations, c'est la chaîne. On est en 2023, il faudrait que ça change. Le monde est au digital, il est à l'Internet, il est je ne sais pas quoi. On a vu un peu les funérailles, la considération qu'on accorde à la reine Elisabeth. On se demande est-ce qu'on vit en Algérie ou on est à 2000 milliards d'années-lumière qui nous séparent de cette Angleterre-là. C'est vrai que souvent il y a un contraste. Il veut un changement, il garde l'espoir, il y tient, il a dans son cœur, il sait qu'un jour il va y avoir ce changement-là, mais il faut qu'il se réveille encore, ce peuple-là, qu'il augmente sa vision des choses, sa façon de viser, de réfléchir, tout en restant pacifique. Mais il faudrait absolument que l'on revoie notre façon de pousser au changement. Voilà. Merci Hassan Moussi. Voilà, les images vont défiler sur la droite de votre écran. On va terminer ces 3 minutes sur peut-être une réaction à Adel Djebar sur la disparition d'Elisabeth II, 96 ans, 70 ans en tant que reine. Elle a célébré son jubilé il y a quelques temps. Pour vous, c'est une femme qui a marqué, qui marque l'histoire tout de même? Pour moi, il y a 2 personnalités qui ont marqué le XXe siècle. Avec le décès de la reine Elisabeth, on vient d'enterrer définitivement le XXe siècle. C'est elle et le défunt président Nelson Mandela.
Ce qui m'a toujours frappé avec cette grande dame, c'est son élégance. Son élégance était unique au monde. Maintenant, ce que je retiens les hommages qui ont été rendus par des pays anciennement colonisés par l'Angleterre, comme l'Inde qui a fait une réaction subliminale hier, l'Afrique du Sud aussi lui a rendu de grands hommages. C'est une dame du monde. C'était, à mon avis, la femme la plus respectée du monde. Là où elle allait, là où elle se déplaçait, elle ne laissait pas les gens indifférents. Et puis, bon, il faut reconnaître une chose. Oui. Elle ne s'est jamais aussi, d'ailleurs c'est la question qui se pose aujourd'hui avec son fils, Charles III, qui a été intronisé ce matin, elle ne s'est jamais réellement immiscée, alors certainement que dans les sous-dossiers, en off, elle discutait avec sa première ministre, mais elle ne s'est jamais réellement préoccupée de politique, on l'entendait très peu. C'est pour ça qu'on dit la reine Elisabeth, comment dirais-je, elle règne mais elle ne gouverne pas. Moi j'ai entendu hier, l'ex-premier ministre, l'un des plus grands premiers ministres du Canada, qui lui rendait hommage, et il disait que cette femme-là est une encyclopédie de la politique. Elle était très au fait de tous les problèmes politiques du monde. Ce n'est pas l'acrité de Bouteflika, mais c'est une dame qui était extrêmement bien informée. C'est la noblesse. C'est pas une femme qui est sortie d'un gourbi. Pour venir commander l'Empire britannique a été un empire où le soleil ne se levait et ne se couchait jamais. Et pour avoir un empire de cette dimension, il faut avoir des personnages d'exception comme la reine Elisabeth. Ce qu'on dit sur son fils, le nouveau roi de l'Angleterre, c'est que c'est un homme qui est d'une gentillesse extraordinaire, il est très proche des gens, il est d'une gentillesse pratiquement proverbiale. Moi, je ne souhaite que du bien au peuple anglais et à tous les peuples du monde, sans exception aucune. Mais pour revenir à la disparition d'Elisabeth, elle a marqué l'histoire de l'humanité, comme l'ont marqué d'autres grands hommes et femmes. Merci Adel Djeba de cette réaction pour cette actualité. Sen Moussi, pareil, 2 minutes, une réaction sur cette grande dame. Oui, je voulais ajouter aussi un mot sur la disparition de cette grande dame, la reine Elisabeth II, effectivement. Moi, je dirais c'est une grande dame. Adel Djebbar a parlé d'élégance. Moi, je dirais c'est beaucoup plus c'est la constance. La constance, elle a su surfer sur la politique du Royaume-Uni et international. Moi, je dirais que l'Angleterre est fière d'avoir une grande dame comme celle-là, une dame superbe, qui a du respect, pour laquelle le monde entier a du respect. Et si l'Angleterre, c'est le Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni, c'est beaucoup plus que l'Angleterre, c'est 4 ou 5 pays, je crois. Le Royaume-Uni, il a du respect, il a de la crédibilité à 60% grâce justement à cette grande reine Elisabeth II. Et au Canada, nous la respectons beaucoup, le peuple canadien la respecte énormément et le monde entier la respecte. Qu'elle repose en paix, c'est un modèle, c'est un exemple pour les femmes du monde. Voilà. Merci à tous les deux. Merci d'avoir été avec nous. Sen Moussi, donc économiste au Canada. Vous êtes actuellement en Algérie. Merci infiniment de nous avoir témoigné un peu ce que vit aussi actuellement le peuple algérien. Adel Djeba, toujours un plaisir, observateur politique. Et on a eu donc Maître Rahmoun, vice-président de Riposte Internationale, puisque je vous le rappelle, jusqu'à demain, c'est des dizaines de militants qui sont actuellement en région parisienne pour travailler sur les droits de l'homme, sur les droits de la femme, la jeunesse, travailler autour des questions de liberté, de dignité en Algérie. On voulait aussi rendre hommage à la reine Elisabeth II. Je rappelle, elle avait 25 ans. Elle était en Afrique, si je ne me trompe pas, lorsqu'elle a appris le décès de son père en 52. Elle a été intronisée en 53. Si mes souvenirs sont bons. Demain soir, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une thématique très précise. On se posera cette question puisqu'il y a des nouvelles méthodes qu'annonce le gouvernement, annonce la présidence notamment, pour récupérer ces 600, 700, 800 milliards de dollars dilapidés, mais surtout qui se sont donc enfuis, ce qu'on appelle donc la corruption, qui se sont enfuis à l'étranger. Vous le savez, depuis la disparition d'Abdelaziz Bouteflika, plusieurs se sont retrouvés donc en prison. On y reviendra dans le détail demain soir. On essaiera de comprendre, est-ce qu'aujourd'hui, après l'annonce du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, il y a 3 ans, il avait dit clairement qu'il savait
et comment il allait faire pour retrouver et récupérer cet argent. Aujourd'hui, les caisses de l'État ne les ont toujours pas vues. On va se poser cette question, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est tout simplement une utopie? Merci à toute l'équipe de m'avoir permis de réaliser techniquement cette émission. Donc à demain soir, prenez soin de vous, le programme continue dans quelques instants. Vous avez rendez-vous donc avec Al-Umq. Bonne soirée sur Al Mararibia.